On voit bien que l'Occident ne sait même plus définir l'ennemi ou la menace, parce que pour l'Occident, l'ennemi, c'est celui qui est méchant. C'est celui qui viole les droits de l'homme. Un jour, j'entendais Marlène Schiappa, c'était déconcertant, qui dit, on lui demandait c'est quoi pour vous la République et la patrie républicaine. Elle dit, c'est le vivre ensemble, bon ça va. Et après, elle dit, l'accueil des migrants. Donc il y a des gens qui croient que le patriotisme républicain, c'est l'accueil des migrants. Bonjour Alexandre Delval, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes géopolitologue, essayiste et chroniqueur. Merci de participer à cette matinale, puisque c'est vrai qu'on aimerait faire le bilan à quelques jours du triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine. On voulait aussi avoir votre regard aguerri sur toute cette situation. On va commencer tout de suite. On a pour habitude de faire écouter des extraits sonores auxquels on réagit. Sur la scène internationale, des pourparlers sont en cours en Arabie Saoudite entre Américains et Russes. L'ambition est de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Pour Marco Rubio, secrétaire d'État américain, la Russie et les États-Unis pourraient former un partenariat géopolitique. On écoute tout de suite. Si ce conflit se termine de manière acceptable, nous voulons former un partenariat géopolitique avec les Russes sur des questions géopolitiques et sur des questions économiques, ce qui serait bénéfique pour le monde et pour nos deux pays. Donc ces trois efforts se produiront simultanément. Nous espérons avancer rapidement sur le volet diplomatique. Alors, Monsieur Delval, il y a en ce moment des pourparlers qui ont débuté entre les Russes et les Américains à Riyad, en Arabie Saoudite, un terrain neutre, on pourrait dire en quelque sorte. Concrètement, en quoi consistent ces premières discussions ? Alors, je pense que ces premières discussions consistent surtout à faire en sorte que les Américains et les Russes prennent langue, reparlent, parle aussi de ce qui ne va pas, un peu comme quand Poutine rencontre depuis des années M. Erdogan. Souvent, ils parlent des thèmes sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. C'est déjà très important. Je pense que c'est bien pour la paix mondiale, n'en déplaise à tous ceux qui disent que c'est Munich, ou on est au bord de la guerre, que ça va être pire, que les Russes vont envahir toute l'Europe. Je voyais le CI hier, certains disaient que les Russes allaient venir à Paris bientôt. Il y en a qui y croient. Vous voyez, on se fait peur. Non, là, ce qui compte, c'est que les deux grands qui peuvent appuyer sur le bouton, c'est quand même quelque chose d'extrêmement... Ce serait une des possibilités presque de la fin des trois quarts de l'humanité. C'est quand même pas mal qu'ils parlent entre eux. C'est ça qui a été voulu au début, pour préparer ensuite des discussions plus poussées, pas que sur l'Ukraine. Vous avez vu qu'il n'y avait pas... le représentant spécial de Trump pour l'Ukraine, M. Kellogg, mais il y avait le représentant spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient. Donc ça montre qu'il y a aussi cette dimension moyen-orientale, avec Riyad qui se pose en pays neutre, qui lui-même est réhabilité après avoir été traité de criminel MBS. M. Mohamed Ben Salman, l'homme fort de Riyad, avait été traité de criminel, de psychopathe par Biden. Biden avait tendance comme ça à beaucoup moraliser les relations internationales. Donc c'est le retour à des relations beaucoup plus dépassionnées, où on moralise pas, on fait pas de jugement, et même si on n'est pas d'accord, même si on est ennemi, on se rencontre. Ça, c'est quelque chose de typique des hommes du monde multipolaire, et on peut dire quelque chose de paradoxal. Trump est l'homme du monde multipolaire, en fait. Et on pourrait croire que le multipolarisme, c'est quelque chose qui est contre l'Amérique, mais l'Amérique a en son sein quelqu'un qui a un raisonnement multipolariste. C'est-à-dire, on a des sphères d'influence, on est pragmatique, il n'y a pas de moralisation, de jugement, de prosélytisme international, on va financer la démocratie partout. On s'entend et on se partage des zones d'influence. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, après des décennies de politique internationale fondée sur un prosélytisme moraliste, libéral, ce que les Américains appellent liberal hegemony, l'hégémonie libérale. Oui, puis on l'a vu avec l'USAID notamment, qui était un véritable outil de subversion idéologique, on peut dire, et que Elon Musk a tronçonné à la manière de Javier Milei. Donc là, on assiste véritablement à un processus de normalisation des relations. Donc, est-ce que vous comprenez le fait que, dans le cadre de cette rencontre, il n'y ait pas la présence de l'Ukraine, ni de partenaires européens ? Oui, je pense que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a reçu plusieurs fois des événements, des réunions, des rencontres à haut niveau, où il n'y avait pas les Russes et où il y avait les Ukrainiens. Donc, il faut rééquilibrer les choses. C'est pas tout à fait l'éjection des Ukrainiens. Il y a des moments où on peut inviter un tel et d'autres non. Là, ça aurait été impossible. Déjà parce qu'il y avait M. Lavrov. On voit mal en ce moment, à très très haut niveau,
niveau, une rencontre entre Ukrainiens et Russes, alors que les bases, les préconditions ne sont pas réunies. Donc c'était une réunion au Moyen-Orient avec l'envoyé spécial américain du Moyen-Orient. Donc c'était pas que l'Ukraine, c'était américano-russe. C'était aussi la position très stratégique, le choix de l'Arabie Saoudite, parce que M. Biden était l'homme du Qatar, donc les frères musulmans, donc l'islamisme. M. Trump, lui, est l'homme de l'Arabie Saoudite. Quand je dis l'homme, pas au sens qu'il est tenu, mais c'est son choix. Il préfère 10 fois l'Arabie Saoudite au Qatar, qui sont un petit peu comme le chien et le chat. C'était uniquement ça. Ensuite, voir ce qu'on peut faire ensemble si les conditions sont réunies. Donc ils ont parlé aussi de ce qui les divisait. Au début, c'était assez tendu. La réunion était tendue au début. Et ils ont même évoqué, paraît-il, du pétrole dans l'Arctique. Monsieur Trump aussi, à la différence de Biden, est beaucoup plus pétrolier. Bien sûr, très anti-écologique. Les accords de Paris, on en sort tout de suite, etc. C'est l'homme aussi d'Exxon. Et on a reparlé d'Exxon dans ces discussions, mais c'était pas tout. Je dis pas que c'était autour de la première table, mais en marge de cette discussion, il y a eu aussi l'idée que Exxon a estimé qu'il avait perdu à peu près 300 milliards en Russie, avec ses sanctions. Il y a des projets énormes de centaines de milliards qui ont été interrompus. Exxon, la première chose que Exxon a demandé, qui est très proche de Trump, c'est de pouvoir faire en sorte que cette réconciliation puisse permettre de valoriser des immenses réserves de pétrole. Vous savez que dans l'Arctique, il y a beaucoup de pétrole. Il n'y a pas que du gaz, il y a aussi du pétrole. Et la plupart de ce pétrole de l'Arctique, du pôle Nord, est sous contrôle russe. Même si ce n'est pas vraiment des terres, l'Arctique. Mais il y a des zones où que déjà les Russes se sont appropriés. Et c'est la plus grande zone de pétrole. Donc, il y a des projets gigantesques. Aussi, il faut savoir que les économies sont très complémentaires. Les Américains ont besoin de l'uranium, du palladium, surtout du palladium russe, et aussi de l'aluminium. Les Américains ont besoin de beaucoup de produits et de matières critiques et de métaux précieux et de terres rares que produisent la Russie. Sans la Russie, l'aérospatiale et l'aéronautique américain ne peut pas fonctionner. Et il faut savoir que les Américains, dans les sanctions, étaient beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils n'ont jamais mis ce qui était nuisible pour leur économie de supprimer. Ils n'ont jamais inclus dans les sanctions ce qui aurait pu nuire à leur économie et ils continuent. D'ailleurs, après la guerre en Ukraine, après les sanctions, les Américains ont même augmenté en partie leur importation d'uranium et surtout de palladium. Donc on a des relations extrêmement concrètes, pragmatiques. Et enfin, il ne faut pas oublier que Trump, malgré son extrême pragmatisme, il n'est pas que business, il est aussi entouré de gens que j'appellerais civilisationnaliste. Ça paraît bizarre comme mélange. Hyper pragmatique, business d'abord, on prend les terres rares en Ukraine ou au Groenland, etc. Et en même temps, il y a un côté très civilisationnaliste. Je m'explique. Trump est persuadé que l'Europe est en train de se tiers-mondiser et de s'islamiser, que c'est pour ça que Vance, c'était pas juste pour ennuyer ou pour humilier, pas du tout. Son discours était assez poli. Mais Vance a dit des choses franchement, poliment, mais franchement, il a dit, votre menace à vous, Européens, c'est... Il n'a pas dit le mot islamisation, parce qu'il y a des rencontres à Riyad quelques jours plus tard, mais il a dit l'immigration, sous-entendu islamique. D'ailleurs, les exemples qu'il a pris étaient liés à l'islam, notamment la personne qui a été persécutée au Royaume-Uni, mais surtout en Suède. C'était quand même un ami de celui qui avait brûlé le Coran, etc. Il y a ce côté très civilisationnaliste de Trump. Et donc, l'idée, c'est aussi un accord russo-américain qui permettrait de se concentrer sur les deux ennemis principaux que M. Huntington, l'auteur du choc des civilisations, qui a beaucoup inspiré Trump, avait même décrit comme l'alliance sino-islamique. Donc la Chine et le monde islamique, pas tout le monde islamique, mais la Chine et l'islamisme anti-occidental sont vus par les Trumpiens et les Huntingtoniens, les civilisationnistes, comme les deux grandes menaces fondamentales. L'islamisme, car c'est un universalisme concurrent de l'Occident qui est prosélyte et qui veut islamiser la planète, donc un impérialisme théocratique totalement tourné contre la souveraineté de pays qui seraient d'origine chrétienne, et les Américains assument leur chrétienté contrairement aux Européens. Et la Chine, elle est vue comme un ennemi pour une autre raison, parce qu'elle est la raison opposée, elle est anti-universaliste. La Chine s'oppose totalement, de manière intrinsèque, aux valeurs fondamentales de l'Occident. Et au-delà du pragmatisme, au-delà de la guerre économique qui existe, il y a aussi cette dimension d'ennemi géocivilisationnel. Et quand l'ennemi géocivilisationnel, la Chine par exemple, est en même temps un ennemi géoéconomique, il y a une priorité absolue. Et là, on retrouve le triangle kissingerien. C'est l'inspiration de Vance, de Trump, de Marco Rubio. C'est ce qu'avait préconisé Kissinger. Il ne faut jamais que la Chine et la Russie s'entendent. Nous, on peut s'entendre directement avec les Russes, les Américains, et nous, on peut s'entendre, nos Américains,
directement avec les Chinois. Mais donc on peut s'entendre bilatéralement très bien avec les deux, mais il ne faut pas que les deux, eux, s'entendent. Pour ne pas qu'ils forment, comme dirait Brzezinski, une alliance anti-hégémonique. Donc on va essayer de casser. Sous Kissinger, c'était l'inverse. On s'est rabiboché avec les Chinois communistes pour les faire quitter l'alliance avec la Russie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La Chine ayant grandi et étant capable de concurrencer l'Amérique dans tous les domaines de la puissance, aujourd'hui, l'idée, c'est de se rabibocher avec les Russes, qui ne sont pas un ennemi stratégique pour les Américains, à part le nucléaire. Les Russes ne peuvent pas concurrencer les Américains dans aucun domaine. Peut-être un peu la gestion du prix du pétrole. Ils ne sont pas un concurrent global pour beaucoup de raisons. Tandis que la Chine, elle multiplie ses forces, y compris militaires, de manière incroyable. Il faut savoir que chaque année, la Chine produit l'équivalent de la flotte anglaise, la seconde marine militaire du monde. Eh bien, la Chine la produit chaque année. C'est énorme. Donc la Chine est une puissance démographique, territoriale. Elle a aussi des ressources, de la technologie, du savoir-faire, du développement et aussi bien sûr de la créativité et de la recherche. Elle a une puissance militaire qui de plus en plus s'affirme et qui va un jour se traduire par un conflit. Elle prépare la possibilité d'avoir un conflit majeur sur plusieurs fronts dans quelques années. Donc c'est vraiment le concurrent global dans tous les domaines de la puissance, tout ce que vous pouvez trouver comme domaine de puissance. La Chine est capable non pas de doubler, mais de concurrencer l'hégémonie américaine. Et dans ce sens, il faut absolument avoir un seul ennemi à la fois. On ne peut pas mettre ensemble la plus grande puissance nucléaire avec un fort pouvoir de nuisance, la Russie, et la Chine, ennemi global, ou plutôt concurrent global. Et donc, c'est relativement logique. On dit, oui, les compromis, il y a un compromat sur lui, il a dû être filmé un jour en Russie, dans les années 80, quand il allait en Russie, il y a peut-être un truc, ils le tiennent, ou alors il a reçu de l'argent russe. On peut faire tout ce qu'on veut comme spéculation. C'est beaucoup plus simple que ça. L'Amérique ne veut plus dépenser inutilement de l'argent en Europe qui manque aux Américains. Donc on va se retirer le plus possible de l'Europe. Et les Européens, comme ils auront peur, ils vont enfin augmenter leur budget militaire et ils vont participer au fardeau et nous beaucoup moins. Ça, c'est relativement logique. Et dissocier la Chine de la Russie en se rabibochant avec les Russes. Et si en plus on peut faire du business avec les Russes, tant mieux, parce que l'objectif, on l'oublie tout le temps, la boussole, l'objectif numéro 1 de Trump, c'est la prospérité américaine. Il en parle tout le temps. Et contrairement aux dirigeants européens qui ont presque réussi à légitimer dans l'opinion l'idée qu'on ne tient pas sa parole et qu'on n'applique jamais son programme, en Amérique, vous savez, c'est une civilisation contractuelle. Et Trump, il a beau avoir bien sûr lancé beaucoup d'idées fake news, l'habitude de dépasser la réalité avec des choses parfois ubuesques, il y a quand même cette idée qu'on va satisfaire les Américains qui nous ont fait confiance et on va augmenter la prospérité avec les États-Unis. En États-Unis. Et par exemple, avec la Chine, on dit c'est dégueulasse, ils veulent augmenter les taxes, faire une guerre commerciale avec la Chine. Mais la Chine impose déjà des produits américains beaucoup plus que les Américains n'imposent les Chinois. C'est du rééquilibrage, tout simplement. Donc, le seul but de M. Trump, c'est que la prospérité revienne aux États-Unis. Comment ? En faisant des économies partout où on peut le faire. Et c'est sûr qu'une guerre avec la Russie qui à un moment sera incontrôlable, ça va nuire aux affaires, d'autant qu'on a besoin de certaines matières premières russes, de manière absolument vitale. Certaines industries américaines ne tournent pas sans le palladium, sans des métaux précieux, des métaux critiques russes. Beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que même Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, explique à plusieurs reprises qu'il est fondamental que le bloc occidental ne se détourne pas du bloc orthodoxe pour pas qu'il se rapproche trop de la Chine. Est-ce que vous avez été surpris par les déclarations hier de Donald Trump par rapport à Zelensky, les déclarations qui soulignent le fait que c'est un dictateur, un comédien raté, qu'il a volé aussi une partie de l'argent. Ce qui est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces déclarations qui ont fait beaucoup réagir? Je ne suis pas du tout surpris. Il y a 6 mois, j'avais rencontré un homme du renseignement américain d'assez haut niveau qui était dans l'équipe Biden et qui était en train justement d'être accepté dans l'équipe Trump. Et il me disait, c'est très simple, on sait exactement ce qu'ils ont volé. On connaît les sociétés chypriotes et autres qui ont détourné, et ce n'est pas un narratif russe, c'est du renseignement américain. Cet homme était un des responsables de la CIA pour cette zone, et il me disait, c'est très simple, s'ils ne nous donnent pas des pole positions pour nos entreprises, en gros des marchés,
en Ukraine, première condition. Et s'ils ne nous disent pas qui a volé, le nom des sociétés, parce qu'il y a des montages difficiles à percer. Vous savez, quand vous avez 7 degrés de montage, même des commissions rogatoires, ils ne peuvent pas à percer des secrets et des partages d'informations sur 7 pays différents. Donc un vrai montage bien fait, c'est très difficile, presque impossible à craquer. Donc il faut que des gens parlent et disent qui est le beneficiary, le bénéficiaire final du montage. Et ils disent, s'ils ne nous donnent pas les sociétés, les noms des types, des bénéficiaires cachés, des trusts, et tout ce qu'ils ont détourné, et s'ils ne nous rendent pas l'argent, parce qu'il y en a plein qui a disparu, c'est très simple, s'il n'y a pas ces 2 conditions, nos boîtes, quel intérêt d'être en Ukraine? Et remboursement et dénonciation des criminels qui ont détourné l'argent du contribuable américain, il me disait, c'est très simple, on les laissera tomber, mais comme des pauvres types. Mais vraiment, on les laissera tomber. S'ils coopèrent, ils auront une possibilité de survie. Voilà, c'est du cynisme pour certains. Pour les Américains très contractualistes, rappelez-vous, cette éthique protestante, c'est tout simplement « I want my money back ». Ça fait penser aussi à Margaret Thatcher, « I want my money back ». C'est très anglo-saxon. En fait, c'est un épicier, l'anglo-saxon. Et un peu comme le Hollandais, il compte chaque sou et il devient hystérique si on détourne quelques centimes. C'est la mentalité contractualiste et anglo-saxonne et protestante. Donc, je veux mon fric. Et ces voyous ont détourné du fric, ils vont payer. Donc ça, c'est vraiment ce que pense Trump. Ensuite, il y a une part psychologique. Flatter Poutine en reprenant un peu ce narratif russe sur Zelensky illégitime qui fait 4%, il sait très bien que c'est pas vrai, il y a eu un sondage de février et il est plutôt à 57, admettons minimum 50%, donc il est pas, mais il a baissé, il a un petit peu monté, il a rebaissé, il est remonté, après il a continué cette légère baisse, mais qui est légère. Mais pourquoi il a dit ça? C'est de la psychologie. Je montre à mon interlocuteur qui a besoin pas uniquement de mots d'amour, mais de preuves d'amour, je lui montre que je suis capable de faire déjà certaines, avant même de faire des négociations, je fais des petites concessions. Je reconnais certaines choses extrêmement importantes pour la Russie, comme quoi notamment l'Ukraine, peut-être qu'elle cessera d'exister, c'est quand même ce qu'a dit Trump ces jours-ci, peut-être que l'Ukraine sera entièrement russe. C'est une façon de reconnaître le narratif russe sur le fait que l'Ukraine n'est pas vraiment un pays qui a le droit d'être indépendant. C'est un pays qui, dans le meilleur des cas, a une clause de survie s'il est neutre. S'il n'est pas neutre, sa clause de survie est remise en question, d'ailleurs sur des bases légales, car l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'État successeur de l'Union soviétique dont l'Ukraine dépendait est le résultat d'un accord d'amitié. C'est le seul traité contraignant, contrairement au mémorandum de Budapest qui n'était pas contraignant, le seul traité contraignant, c'était ce traité d'amitié russo-ukrainien qui conditionnait l'indépendance de l'Ukraine au fait qu'elle n'accueille jamais des systèmes d'armement et de sécurité de l'empire rival. Donc quelque part, ces noms qu'il a prononcés, ces mots qu'il a prononcés sur le fait que l'Ukraine pourrait ne plus être Ukraine et que son président est totalement illégitime, c'est une façon de dire aux Russes, voyez, je vais loin dans l'empathie. Dans une négociation, il faut montrer qu'on est capable de comprendre l'autre. Et ça, c'est presque de la manipulation de haut vol. Les Russes, même s'ils ne sont pas dupes, ils connaissent tout ça. C'est quand même jouissif pour eux d'entendre le président de la première puissance mondiale ennemie de la Russie dire qu'effectivement, la Russie, elle a le droit de ne pas être encerclée par l'OTAN, que l'entrée dans l'OTAN demandée par l'Ukraine et inscrite dans la Constitution était une provocation. Il l'a dit. Alors, certains disent c'est primaire, il est naïf et c'est le narratif russe. Non, c'est le plus grand stratège américain lui-même qui le disait, qui a beaucoup inspiré Trump et qui a rencontré Trump à plusieurs reprises, Kissinger. Kissinger avait comme obsession à la fin de sa vie d'empêcher cette confrontation Russie-Amérique qui ne favorise que la Chine. Et aussi la Turquie, le monde islamique, mais la Chine. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'empathie, de négociation qui montre à l'autre qu'on est rentré dans son cerveau, qu'on accepte de comprendre ce qu'on appelle, nous, en géopolitique, ces représentations. On cesse d'être dans l'arrogance occidentale. Je comprends les représentations, même de celui qui est pour l'instant mon ennemi. Et là, c'est quelque chose psychologiquement de très important dans une négociation, de montrer qu'on est capable, même si on n'est pas d'accord, de se mettre quelques minutes à la place de l'autre. Ce qui permet une négo, parce que si je suis capable de comprendre que la Russie, elle aussi, elle a sa doctrine Monroe. La doctrine Monroe de la Russie, c'est en gros le fameux étranger proche, cette notion soviéto-communiste et russe qui a été reprise. J'ai mon étranger proche et autour de moi, en tant qu'empire, je ne veux aucun rival qui y installe des missiles, des antimissiles. Mais c'est normal. Même Israël, petit pays, qu'est-ce qu'elle a demandé quand elle a fait la guerre au Hezbollah, la dernière guerre ?
que le Hezbollah recule de 30 km. Parce que l'obsession d'un petit comme d'un grand pays, c'est que des roquettes, si c'est des petits missiles, des roquettes ou des missiles, qu'ils soient petites, moyennes ou longue portée, puissent être interceptés. Et donc, plus les lanceurs sont loin, plus j'ai le temps d'intercepter. C'est aussi bête que ça. Et ça, on ne l'a pas compris. George Bush, fils, lorsqu'il a lancé son programme de missiles et d'antimissiles dans toute l'Europe de l'Est, Pologne, Tchéquie, après ça a été réduit, Pologne, Tchéquie, Roumanie, c'est là que Poutine, littéralement, je ne dis pas qu'il a pété un câble, parce que c'est un homme qui n'est pas impulsif, mais c'est là qu'il a fait son discours radical de Munich, 2007, en avertissant « ça finira mal en guerre Occident-Russie si vous nous encerclez, pas uniquement avec un traité ». C'est pas le traité d'adhésion à l'OTAN qui gêne Poutine. Oui, la c'est preuve, le dispositif. nous, on était dans l'OTAN et sous De Gaulle et on en est sorti du commandement militaire intégré. Ce qui gêne les Russes, c'est pas d'adhérer à un bout de papier qui s'appelle l'OTAN. C'est les systèmes d'armes, les bases, les missiles, les antimissiles, les troupes, les envois de matériel militaire, etc. Et l'interopérabilité, les systèmes d'armes. Mais s'il n'y a pas de troupes et de missiles et d'antimissiles qui annulent la défense ou l'attaque russe à cause de la distance d'interception, on peut trouver un terrain d'entente. Donc ce qu'a fait M. Trump ces jours-ci, c'est très malin, c'est montrer aux Russes qu'il est capable, que les bases sont déjà posées. J'ai compris vos problèmes de sécurité au niveau continental, j'ai compris que le problème n'est pas que l'Ukraine, c'est qu'une partie du problème, et j'ai compris que ce que vous voulez, c'est une grande négociation sur la place des Américains en Europe et le fait que la Russie se sent encerclée. Et les Américains le comprennent, parce que quand vous êtes multipolariste, quand vous n'êtes pas dans l'arrogance, parce que Clinton dénonçait l'arrogance. Clinton a été injustement traité de faucon. C'était un anti-arrogant. La conclusion du livre de Clinton, c'était « cessons d'être arrogants ». Il faut que nous préservions nos intérêts, et uniquement nos intérêts, mais les autres, on peut comprendre qu'eux aussi, ils aient des sphères d'influence. C'est exactement la doctrine de Kissinger et de Trump, donc qui n'est pas si stupide que ça. Et enfin, toutes les provocations sur le Groenland, les annexions, etc., bien entendu, c'est connu, de même que tout ce qu'il a dit de radical sur l'Ukraine, c'est la technique Trump. On avance un peu dans tous les sens, avec des provocations extrêmes. On met très 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 haut la possibilité d'envoyer le message comme quoi on est incontrôlable. Et un peu comme la proposition du parrain, je vais vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Donc, en gros, on annonce la couleur en disant « moi, je suis le plus fort, c'est très simple, si tu négocies pas, je vais t'exploser ». Donc, c'est tellement haut la barre qu'au moment où il y aura une vraie négociation et où l'interlocuteur, ce ne sera pas ce qu'on lui a promis, c'est-à-dire le pire, ça va être un peu moins pire. Il va trouver ça moins douloureux. C'est une technique très connue, on appelle ça aussi la cuisson du homard en communication, etc. Donc on va y aller par petits feux, mais il y a la technique de la progressivité, c'est une technique de manipulation que dit Cialdini dans son livre sur la manipulation. On commence par petit et on augmente. Et il y a l'autre technique du négociateur immobilier, on commence à fond pour ensuite réduire les prétentions. C'est la technique de Trump. Donc tout cela est décryptable et il n'est pas si stupide que ça. Et il a lu Huntington non seulement Le choc des civilisations, mais aussi Who We Are, le dernier livre de Huntington, Qui sommes-nous, où Huntington explique qu'on est à la croisée des chemins et il y a aussi une dimension civilisationnelle. L'Amérique doit survivre en tant que pays anglo-saxon, chrétien, protestant. Et chrétien, et même chrétien avant tout. Et ça, c'est quelque chose qui, malgré le fait que Trump ressemble beaucoup à un voyou, il y a des gens qui sont des voyous, mais on en voit beaucoup dans le sud de l'Italie ou en Corse, mais qui adorent le signe de croix et qui sont très chrétiens. Ça paraît paradoxal, mais ça existe. C'est un petit peu ça. On a à la fois de l'extrême pragmatisme négociateur extrêmement cynique, business d'abord, le fric, le my money back, et en même temps, il y a un côté civilisationnel. Alors, ceux qui adorent les schémas très tracés, ils vont dire soit on est l'un, soit on est l'autre. On ne peut pas être civilisationnaliste, donc idéaliste, et en même temps pragmatique. Ben si, la géopolitique, elle nous apprend qu'il y a souvent du paradoxe. Et dans un même être humain, il peut y avoir deux choses complètement différentes qui sont en parallèle. Et souvent, dans la géopolitique occidentale, surtout cartésienne, française, moi je me rappelle, j'ai eu ma première querelle avec un géopolitologue Chopra. Ah non, on ne peut pas être civilisationnaliste parce qu'il y a des États souverains. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien prôner la souveraineté des États comme acteur majeur des relations internationales et en même temps dire qu'il y a des phénomènes civilisationnels. La preuve, on le voit tous les jours. La seule immigration avec laquelle on a un problème, c'est la civilisation islamique. Ça prouve bien que les réalités civilisationnelles existent. Sinon, on aurait autant de problèmes avec les bouddhistes. Ce n'est pas le cas. Donc, on le voit bien, mais c'est évident. Mais souvent, on veut opposer les paramètres. Soit tu es stato-national, soit tu es civilisationnaliste. Trump, il a compris, parce qu'il est pragmatique. L'avantage des pragmatiques qui ne sont pas idéologues, ils sont capables
d'être taoïste. Pourquoi je dis taoïste ? Dans le taoïsme, on peut être à la fois blanc et noir. On est le yin et le yang. Le taoïsme dit toujours une chose et son contraire en même temps. Et Trump, il est très déstabilisant parce qu'il dit une chose et il se prépare au contraire en même temps. Et il dit les deux à la fois. Alors on est complètement déstabilisé. Et au moment où il négocie, il arrive en position de force parce que vous êtes déstabilisé. Donc là, il est dans une phase de tâtonnement, parce que c'est aussi une façon de tâtonner. Et en même temps, il déstabilise ses interlocuteurs. Là, en ce moment, les Arabes sont quand même très ennuyés. Il leur a dit de déplacer les Palestiniens. Et il a dit à ceux qui ont dit non, mais qui sont très dépendants de l'aide américaine, les Jordaniens et les Égyptiens, parce qu'il y a moins de levier sur Riyad, il leur a dit c'est très simple. Si vous n'êtes pas d'accord, on va vous couper les vivres. Vous pouvez pas l'Égypte ne peut pas s'alimenter sans l'Amérique. Sans le blé américain, l'Égypte, elle crève de faim. Et donc, c'est horrible. C'est pour un Égyptien qui a très peur des frères musulmans, c'est horrible d'accueillir. Parce que nous, on croit qu'il n'y a que les Israéliens qui n'aiment pas le Hamas, qui veulent... Non, mais le pire ennemi du Hamas, c'est les Égyptiens. Parce que pour eux, c'est le régime que El-Sisi combat. Les frères musulmans ont été renversés par El-Sisi en Égypte. Donc c'est très dur à accepter ce que dit Trump, mais il met la barre très 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 haut pour peut-être après négocier. Il y aura peut-être qu'un quart des Palestiniens qui vont, avec une prime, être demandés d'aller à tel ou tel endroit, mais il a commencé. Donc dans tous les domaines qu'il a abordés, il est allé très très haut en exigence, en provocation, en déstabilisation, et c'est assez énervant, et ce qu'il a dit parfois est complètement ubuesque sur le Canada, 50. Mais tout cela est de la comédie pour commencer pour ensuite faire accepter comme peu douloureux, voire presque agréable, le fait d'avoir ensuite un petit peu abaissé ses prétentions. C'est vrai que la Trump, on a vu qu'en un mois et quelques jours, il a réussi à faire une avalanche. C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vous avez eu un regard assez critique aussi sur l'Union européenne, notamment, même la place de la France, Emmanuel Macron qui s'est impliqué dans tout ça. Comment pensez-vous que l'Union européenne a perdu autant d'influence ? Comment c'est arrivé l'influence stratégique face aux États-Unis, à la Russie ? Je pense que l'Union européenne a un problème majeur depuis les années 60, depuis l'échec du plan Fouché de Gaulle. C'est pas pour faire le vieux gaulliste, mais De Gaulle avait un plan qui s'appelait le plan Fouché d'une Europe des nations indépendantes qui ne voulait pas forcément détruire l'OTAN, mais qui voulait soit que l'OTAN un jour disparaisse, soit remplacée par autre chose, soit ce qui était plus acceptable, c'était la Formule 2, qui était même acceptée par l'Allemagne à l'époque. Il y avait eu 2 rounds, vous savez, des négociations autour du plan Fouché de l'Europe, non pas des nations, c'était l'Europe des États. De Gaulle l'a même dit dans des interviews très célèbres, il a dit « j'ai jamais parlé d'Europe des nations, Europe des États ». C'était l'Europe, parce qu'une nation, ça peut être sans État. On peut être une nation sans État, comme les Palestiniens ou les Tibétains, etc. Par contre, les États, ils disaient ça, c'est ça qui compte en relations internationales. Et ce projet a échoué parce que les Benelux et compagnie, les petits pays avaient peur que l'Allemagne et la France et l'Italie écrasent les autres. Et finalement, la solution fédérale a été permise sous pression des petits pays qui ne voulaient pas justement d'une Europe puissance autonome et qui étaient très atlantistes. C'était déjà les pays très atlantistes qui ont fait obstacle. Et ensuite, l'Europe a évolué dans ce qu'elle a été, dans ce quoi elle a été programmée au début, une sorte d'espace atlantiste qui permet à l'Amérique de contrôler le continent européen. Et donc, tout cela était intéressant parce que les Américains, quand ils étaient globalistes, ils trouvaient leur avantage. Ils pouvaient dominer l'Europe. C'était un glacis, en même temps un frère, mais dominé. Et les Européens, ils trouvaient un avantage puisqu'ils payaient moins pour leur défense. Ils pouvaient faire de l'assistanat. Ils avaient plein de fric pour faire de l'assistanat et dépenser plein d'argent qui fait qu'on maintenant, on est au niveau des pays communistes puisqu'on est à plus de 45% dans la plupart des pays européens en imposition générale pour des services qui diminuent chaque année. Ça qui est extraordinaire. Dans tous les pays européens, il n'y a pas que la France. L'Espagne, etc. Et donc l'Europe est devenue une sorte d'espace de non-souveraineté, parce que le problème géopolitiquement de l'Europe, c'est qu'elle détruit un petit peu les souverainetés des États-nations de facto, par tous les domaines pris à la majorité qualifiée, à la double majorité qualifiée. Il reste que quelques domaines à l'unanimité qui sont les domaines régaliens, mais de plus en plus, la monnaie, on a pas mal de dilution de la souveraineté. Donc l'Europe détruit un peu la souveraineté des États, mais elle ne la détruit pas légalement. Officiellement, ces États sont encore souverains et peuvent le redevenir totalement, parce que ça ne leur a pas été retiré. Ça a été retiré de facto parce qu'eux-mêmes, au Conseil
européen, les États décident d'être spoliés, mais ils peuvent revenir en arrière. C'est un transfert plutôt. C'est un transfert, parce qu'en fait, on oublie de dire, c'est pas Bruxelles qui nous impose tout. C'est nos dirigeants qui n'ont pas le courage, dans le vote européen, quand il y a le Conseil et le Conseil européen, donc les chefs d'État et les ministres compétents se réunissent, ils agissent en législateurs. Ce sont nos États et nos ministres qui agissent en législateurs et qui adoptent toutes ces mesures qui ensuite sont imposées aux États. Mais ça veut dire que c'est l'État lui-même qui est à l'origine de cette autospoliation. Donc on s'autospolie d'une partie de notre souveraineté, mais en même temps, on n'a pas été capable, parce qu'on reste tout de même souverain, de créer une souveraineté européenne. Le fameux idéalisme de Macron qui veut la souveraineté européenne. Donc nous sommes dans un climat que mon maître, le général Gallois, vous savez, l'homme de la force de frappe nucléaire française, le plus grand stratège français, il disait « c'est la pire des situations ». Quand vous n'êtes plus vraiment souverain au niveau stato-national, mais que vous n'arriverez jamais, à cause des disparités et de l'élargissement qui rend de plus en plus ingérable tout ça, vous n'arriverez jamais à une fédération qui sera souveraine au niveau supranational. Ça veut dire que l'Europe est la seule entité au monde, le seul acteur géopolitique, en fait non-acteur, qui n'a aucune souveraineté réelle. Il a une souveraineté, mais pas pleine. Ni au niveau supranational, il est pleinement souverain. La preuve, les domaines les plus importants, défense, sécurité, ça reste l'unanimité. Ni au niveau national. Et donc, il est dans une zone d'apesanteur. Il est un objet géopolitique non identifié, comme je dis dans mon dernier livre, Le choc global, un OJNI, un objet géopolitique non identifié. Et ça, c'est la pire des situations, parce que les prédateurs, comme dans la nature, attaquent la biche qui est blessée. Et les prédateurs souverains, pleinement souverains, jaloux de leur puissance, adeptes d'une politique de puissance, donc qui ont un appétit, qui sont carnivores, eux, ils sont attirés par les végétariens. Donc la seule chose, à mon avis, intelligente qu'a dit Macron depuis des années, là, il faut le reconnaître, c'était la plus primaire, mais c'était la plus vraie, c'était il faudrait qu'on soit un peu plus omnivore, puisque des végétariens, ça attire les carnivores. Et donc l'Europe, pour l'instant, c'est un bisounours-land, désouverainisé, j'ai créé ce néologisme, la désouverainisation. Nous sommes un continent de la désouverainisation pour des raisons également psychologiques. L'Europe se voit comme quelque chose de coupable. En gros, l'Europe, c'est la civilisation de l'esclavage, de la colonie et de la Shoah. L'Europe est quelque chose de monstrueux. Et donc, c'est pour ça que... pardonner. Et elle n'arrive pas à se pardonner elle-même. Ça prouve que c'est même pas chrétien. Certains païens, à un moment, disaient oui, si on n'était pas chrétien, on n'aurait pas eu cette culpabilisation. Je ne suis pas d'accord. C'est justement absolument pas chrétien. Quand vous ne vous pardonnez rien, jamais, de manière éternelle à vous-même, que vous pensez que vous devez juste disparaître, parce que l'Europe, finalement, elle veut disparaître. Quand vous êtes submergé volontairement par une civilisation qui est totalement hostile à vous-même, et il n'y a rien de méprisant envers la civilisation islamique. Moi, ça ne me gêne pas que les civilisations islamiques soient islamiques chez elles, mais quand vous voulez vous faire submerger, que vous ne faites rien pour vous en prévenir, ce qu'a dit M. Vance, c'est une sorte d'aveu de suicide. Parce que quand la personne est dépressive, on constate souvent qu'elle est en cohérence et elle va mieux au moment où elle décide de mourir, puisqu'elle est cohérente par rapport au fait qu'elle n'est que quelque chose d'horrible. Si je suis horrible, je dois disparaître. Moi, j'analyse l'Europe comme un élément qui est totalement prisonnier par son discours de repentance, au point d'avoir décidé de plus que falléger, de s'auto-détruire en étant plus souverain, parce que la souveraineté est considérée à la nation. La souveraineté, c'est la nation. La nation, ce serait le nationalisme. Et le nationalisme, ce serait les vieux démons qui ne doivent pas revenir. Pour se prémunir du retour des vieux démons, Jürgen Habermas, le grand philosophe préféré de la Commission européenne, il y a beaucoup de textes de lui, il a créé l'idée, donc il faut remplacer le patriotisme identitaire et frontières, etc., on est chez frontières, par un patriotisme juridico-constitutionnel. La seule chose qui doit nous unir et qui crée du lien et qui doit être à la fois notre valeur et notre identité de remplacement, c'est le droit, les normes, et donc c'est pour ça que l'Europe est devenue un monstre avec des logorées normatives et juridictionnelles, et d'ailleurs aussi le pouvoir des juges. Au niveau européen comme au pouvoir national, maintenant 9 juges, y compris des anciens premiers ministres corrompus, ils ne sont même pas juristes, décident d'annuler des lois. C'est un coup d'État juridictionnel, parce que c'est logique. Le peuple est dangereux. Il ne faut surtout pas que le peuple puisse voter, surtout pas pour sa destinée, qui il va choisir, comment il va gérer son immigration. Il ne faut surtout pas le consulter. C'est ça ce qu'a voulu dire Vance, qui à mon avis n'était pas si primaire que ça,
ça, il a constaté avec presque regret, parce que tous ces Américains adorent la civilisation européenne. Vous savez que quand vous êtes déraciné, moi je suis fils d'immigrés, on est très fiers de retrouver ses racines. Un Américain est triste quand il voit l'Europe devenir non souveraine et non européenne, et qu'elle devient peut-être un continent en voie de tiers-mondisation. Et donc, cette Europe-là, l'image la meilleure, à mon avis, qu'on pourrait presque montrer partout, c'est ce monsieur qui a organisé la conférence sur la sécurité, qui pleure. Alors, déjà, vous organisez une conférence sur la sécurité, c'est un truc quand même qui est supposé être un peu viril quand même. Non, la sécurité, c'est pas un truc bisounours. Normalement, quand vous organisez une conférence sur la sécurité qui parle de guerre, de mort et de voilà, vous devriez quand même pas pleurer comme j'allais dire. Je ne vais pas employer l'objectif. Et en plus, et après, au premier rang, être réconcilié pendant plusieurs minutes c'est presque humiliant. Par quelqu'un presque maman, le pauvre, mon petit. Enfin, c'était complètement pathétique. Mais malheureusement, ça représente l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, n'est capable que de pleurer. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Parce qu'elle a préparé sa désouverainisation, sa sortie de l'histoire, comme disait le général gallois. Elle a une volonté d'impuissance. Là, c'était... pas Gallois, c'était Hubert Védrine qui avait écrit cette expression absolument heureuse, malheureuse, mais malheureusement perspicace, sur la volonté d'impuissance. Donc voilà, tout ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est quoi? Alors là, c'est encore plus rigolo ce qu'a fait M. Macron, parce qu'on réunit des gens à Paris pour contrer le projet de Trump. Et qu'est-ce qu'on décide? On va envoyer des gens en Ukraine. Et bien Trump, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, mais c'est parfait, c'est notre plan. Alors, on croit qu'on résiste un peu comme le petit prince qui donne un ordre parce qu'il ne peut pas faire autrement que de donner l'ordre qu'il doit donner, parce que ça lui est imposé, parce qu'il n'a pas la puissance. Hein. C'est exactement l'allégorie du petit prince. Hein. Voilà, il entérine ce qu'il ne peut pas faire autrement que d'entériner. Donc l'Europe dit, oui, nous, on refuse le plan Trump, on va envoyer des gens en Ukraine. Trump répond, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais remplacer les Américains par des Européens, donc parfait, bravo. Donc c'est pathétique. Dire, comme résistance, on fait mieux. On va effectivement payer. Et d'ailleurs, Trump a précisé, c'est votre problème. Vous n'avez pas su gérer pendant 3 ans. Démerdez-vous, payez. Et même si vous êtes envahi, si la Russie recommence, ce sera votre problème parce que vous avez mal géré. C'est encore une humiliation. Donc c'est plus qu'une humiliation, c'est une auto-humiliation. Ouais. Ce qui s'est passé avec Macron. C'est encore une fois suicidaire. En plus, le but de la réunion, de la double réunion, c'était il y a eu 2 fois, lundi et mercredi, et ça continue. Le but, en plus, c'était de montrer une unité. On est sorti des unis, avec les Polonais qui disent aucun soldat en Russie, les Italiens qui sont, alors là, Mélanie, elle est très maline, hyper pro-ukrainienne, mais en fait, en sous-main, on n'a jamais enlevé aucun magasin, aucune entreprise en Russie, et on est en très très bonne relation en off avec les Russes. Alors les Danois, les Hollandais qui montrent un peu les muscles, et ceux qui veulent se battre, mais alors le plus... c'est le plus petit pays, les pays baltes. Ils seront détruits en 15 jours par les Russes. Alors, par les Russes, eux, ils sont capables, ils veulent envoyer des troupes. Les Anglais ont mis des conditions énormes. Donc c'est ridicule tout ça. Et d'ailleurs, on a voulu faire l'Europe de la puissance, et on dit que c'est l'Europe qui permet de faire la puissance. Il faudrait passer par le fédéralisme pour retrouver une puissance. Or, qu'est-ce qu'on trouve à chaque fois qu'on a voulu faire une Europe de la défense? Les Anglais. Ça prouve bien que c'est pas l'Europe, Union européenne, qui permet de faire une défense, puisque à chaque fois qu'on fait la défense, c'est avec les Anglais. Même Lelouch le disait, on ne peut pas faire une défense viable au niveau européen sans l'une des 2 plus grandes armées du continent, l'Angleterre. Donc c'est un pays qui est en dehors de l'Europe, qui est à nouveau sollicité pour construire la défense que l'on présente comme le résultat du fédéralisme européen nécessaire. Vous voyez, c'est complètement ubuesque et en plus c'est contradictoire. Juste avant de vous faire écouter un second élément sonore pour vous faire continuer de vous faire réagir, moi je voulais avoir à titre personnel quel est le représentant européen, le chef politique qui pour vous a eu un comportement correct dans ce conflit, en tout cas une gestion qui a été objectivement bonne. Est-ce que vous parlez de ma préférence? Oui, ou à titre personnel, ou même une analyse? Alors je sais qu'il est mal vu, c'est la bête noire de toute l'Europe, alors qu'en fait il est mal connu, Orban. Orban est un ancien dissident anti-soviétique qui a payé beaucoup plus cher que les donneurs de leçons de morale ou les Merkeliens, parce que Mme Merkel, sa famille a carrément été collaborée avec l'Allemagne de l'Est, il faut le savoir. Hein. Mais Mme Merkel est née en Allemagne de l'Est, elle parle couramment russe, que sa famille est allée du côté, elle est collabo, elle est allée du côté soviétique. Orban, lui, il luttait contre le totalitarisme soviétique à cette époque. Et Orban, aussi, deuxième lieu commun sur lui, l'extrême droite, etc., c'est grâce à lui et au fait qu'il y ait une droite conservatrice très forte
en Hongrie que la vraie extrême droite antisémite, radicale, néo, n'existe pas ou est à 1%. Donc je voulais préciser cela. C'est pas le type caricatural que l'on Bien croit. sûr. Quand on voit les discours de M. Orban, on est surpris par la profondeur. Alors on peut trouver ça radical et être contre. Si on est macronien, bien sûr, c'est normal. Je comprends qu'un macronien soit choqué. Mais il est tout sauf bête et il est tout sauf incohérent. Et il a extrêmement bien joué. C'est-à-dire que la Hongrie, contrairement à une idée reçue, n'a pas du tout laissé tomber les Ukrainiens. Est-ce que vous savez que j'ai fait une réunion à Rome dans mon think tank avec justement l'ambassadeur de Hongrie, et il nous a rappelé toutes les sommes avec un petit résumé, que la Hongrie a donné aux Ukrainiens depuis le début de la guerre. La Hongrie a été très solidaire par rapport à son petit budget. La Hongrie, c'est le budget de la région Île-de-France. Donc, c'est pas énorme. La Hongrie a donné en proportion beaucoup plus que la France. Elle a énormément donné en matériel non militaire, non létal et en aide financière. Donc, la Hongrie a été solidaire de l'Ukraine, mais elle a été cohérente. Elle ne voulait pas être co-belligérante. Et quand vous envoyez des armes pour tuer des Russes, vous avez beau dire « je ne suis pas co-belligérant », c'est comme l'homme qui trompe sa femme et qui dit au moment du flagrant délit « c'est pas ce que tu crois ». On n'est pas dupe quand même. Donc on voit bien que c'était une co-belligérance. Donc il a été cohérent, il a aidé l'Ukraine réellement, contrairement à tout ce que l'on dit. Et vous pouvez vérifier, la Hongrie n'est pas du tout un pays qui a dit bravo à l'invasion. Non, elle a participé au refus, elle a condamné cette invasion et elle a aidé l'Ukraine et elle réclame la souveraineté de l'Ukraine. Mais elle sait que la guerre ne peut pas être gagnée sans envoyer 300 ou 400 000 hommes en Ukraine. En fait, si vous voulez, ce que dit Orban, et il l'a dit récemment à Madame van der Leyen, c'était assez clair et tout à fait évident. Il a dit, si vous vouliez faire gagner les Ukrainiens, c'était très simple. Vous envoyez vraiment beaucoup d'aviation, vous laissiez bombarder tout le territoire russe et vous envoyez 300 000 hommes. Dans la mesure où vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout, vous n'avez pas donné aux Ukrainiens ce dont ils ont vraiment besoin parce qu'ils auraient pu résister à l'invasion russe, avec une réelle aide aérienne et plus de munitions, là on ne peut pas les produire, mais plus d'aide aérienne massive et beaucoup plus d'hommes, ils pouvaient freiner l'avancée russe. Donc on a donné assez aux Ukrainiens pour faire mal aux Russes, pour ce qu'on appelle la stratégie, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Rand Corporation. Pour nos auditeurs, c'est une organisation qui donne des conseils au pouvoir américain. C'est un think tank vraiment qui a beaucoup influencé la politique américaine depuis 40 ans. La Rand Corporation a sorti un texte en 2019, Extending Russia, où il est préconisé cyniquement de mettre les Russes dans un bourbier en les incitant à conquérir d'autres territoires en Ukraine. Vous avez bien entendu, l'Amérique conseille de faire en sorte que la Russie envahisse plus de territoires en Ukraine pour les mettre dans un bourbier. Et ça s'appelle, à l'intérieur, ils le décrivent, la stratégie du bloodletting. On ne veut pas détruire la Russie, mais on veut l'affaiblir, faire saigner la bête. Dans la perspective, peut-être, si elle reste alliée de la Chine, d'une guerre mondiale, ça, on l'affaiblit. Donc l'Ukrainien a été utilisé comme quelqu'un qui va buter du Russe, et qui va même se faire buter lui-même, mais dans une stratégie de bloodletting, uniquement. Mais il n'a jamais été question de faire gagner les Ukrainiens, parce que pour faire gagner les Ukrainiens, il fallait risquer une guerre directe avec la Russie, ce qu'on n'a pas voulu faire. Et donc Orban est cohérent, on dit qu'il est collabo, pas du tout. Il a dit, si vous vouliez vraiment faire gagner les Ukrainiens, ça aurait été cohérent. Vous n'avez jamais voulu le faire. Donc, à ce moment-là, la guerre que vous avez encouragée par votre co-belligérance, ce n'était qu'une guerre pour tuer du Russe et donc de l'Ukrainien. Parce que quand vous tuez du Russe, il faut tuer beaucoup d'Ukrainiens. Et beaucoup plus que l'on croit, et beaucoup plus que ce que dit M. Zelensky, parce qu'on nous fait croire que les Ukrainiens ne meurent jamais, que les Russes n'ont pas de gilet pare-balles. Ce n'est pas la réalité. La réalité, on va la découvrir bientôt, c'est peut-être beaucoup plus d'Ukrainiens morts que de Russes. Et d'ailleurs, il y a un livre que je vous invite à lire, c'est Comprendre la stratégie hongroise. On a reçu il n'y a pas très longtemps Thibaut Gibelin pour en parler. C'est un très très bon livre que je vous invite à consulter pour un peu comprendre toute cette histoire, cette stratégie politique en termes de sécurité. C'est vrai que quand on a certains témoignages de la sécurité qu'il y a là-bas, elle est assez idyllique, elle donne envie. Donc je vous invite à vous le procurer pour un petit peu comprendre tout ça, et également à regarder l'entretien qu'on avait eu avec Thibaut Gibelin ces derniers temps, qui avait d'ailleurs fait un petit peu débat sur Twitter, mais évidemment, quand ça ne plaît pas, ça fait débat. On voulait vous faire écouter un second extrait pour conclure aussi cette matinale. C'est pendant que les États-Unis et la Russie discutent de la paix en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot estime que le risque de guerre en Europe n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. On écoute tout de suite.
Jamais, sans doute depuis 1945, le risque d'une guerre en Europe, autour de nous, n'a été aussi élevé qu'aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés là ? Il y a 10 ans, pour mettre fin à la guerre que la Russie avait lancée contre l'Ukraine, sans doute avons-nous fait preuve de faiblesse en acceptant un cessez-le-feu fragile qui a été violé par la Russie par 20 fois et qui ne l'a pas empêché de lancer son invasion de l'Ukraine à grande échelle. Alors, Monsieur Delval, est-ce que la guerre est à nos portes ? La guerre est à nos portes. Est-ce que la guerre est à nos portes ? Parce qu'il y a aussi un certain nombre de services de renseignement qui soulignent le fait que la Russie préparait une invasion massive de l'Europe pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors j'ai vu sur quoi ça se base, c'est venu des Baltes et des Danois. Alors, comme ils ont tempéré les propos d'ailleurs. Voilà, après, ils ont tempéré. Alors leur démonstration d'une certitude d'une guerre prochaine, c'est que les Russes vont reconstituer leur armée dans 2 ans un petit peu et dans 5 ans beaucoup, et que dans 5 ans ils auront reconstitué leurs troupes opérationnelles et qui continuent à augmenter leur budget militaire, etc. Alors dans ce cas, si la preuve qu'un pays va vous envahir, c'est qu'il augmente son budget militaire, alors là tout le monde va envahir tout le monde, puisque les budgets militaires dans tous les pays multipolaires augmentent. Regardez la Chine, regardez tous ces pays. Donc c'est pas une démonstration convaincante. C'est pas impossible. Alors pour revenir à ce que dit M. Barrot, si c'est vrai qu'il y a un risque de guerre en Europe, c'est la faute des Européens. Alors je ne dis pas, attention, que les Russes ont eu raison d'envahir l'Ukraine. Pour moi, c'était pas une folie, parce que Poutine n'est pas fou, mais c'était une ultima ratio terrible, bien sûr illégale, inacceptable d'un point de vue moral et légal, mais d'un point de vue russe, malheureusement, ça a été considéré comme justement l'ultima ratio, parce que Poutine aurait pu le faire beaucoup plus facilement en 2016, en 2015, si vraiment son but depuis 30 ans, c'est d'envahir les voisins. Si c'est vraiment un but majeur, pourquoi ne l'a-t-il pas fait au moment où il aurait pu le faire en 24 heures ? En 2015, j'en parle dans mon livre, l'armée ukrainienne, c'était rien du tout, et c'était la moitié des officiers agents russes. Il n'y avait rien de plus facile à infiltrer, à neutraliser que l'armée ukrainienne qui n'était pas encore équipée. Et c'est sous Trump que l'armée, ça c'est pas connu, c'est sous Trump que l'armée ukrainienne commence à être équipée. Et Trump, donc, soi-disant le pro-russe, est l'homme qui a permis à l'armée ukrainienne de commencer à pouvoir résister aux Russes. Et ensuite, ce que est en train de reconnaître d'ailleurs Trump lui-même, c'est que s'il y a un risque de guerre avec la Russie, c'est parce que la Russie, je ne dis pas qu'elle a raison pour nos auditeurs qui seraient pro-ukrainiens, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ont été pris en fait entre deux feux et ils ont été pris dans une guerre qui ne la concernait pas. Les Américains ont voulu faire une doctrine unilatéraliste, que ce soit les démocrates ou les républicains néoconservateurs depuis les années 90. Moi, j'ai ma doctrine Monroe. Je ne veux pas qu'un Russe ou un Chinois renverse une élection, fasse des manifestations, de l'ingérence et encore moins mettre des missiles au Canada ou au Mexique. Moi, j'ai ma doctrine Monroe. Je ne tolère personne au Canada ou au Mexique qui ne soit pas sous mon contrôle. Je ne tolère pas une alliance rivale de sécurité qui pénètre mon territoire, ma zone, ma sphère d'influence. Par contre, comme je suis le plus fort, je vais faire aux Russes ce que je ne veux pas que les Russes me fassent. C'est ça la véritable doctrine américaine jusqu'à Trump. C'est une doctrine unilatérale. Comme la Russie est un pays de clochards, en nominal, ce serait le 20e pays au monde en PNB, ce serait même pas un peu plus que l'Espagne, alors qu'en parité de pouvoir d'achat, c'est le 5e ou le 4e mondial. Donc oui, quand on est multipolariste, on voit les choses de manière un peu plus non occidentalo-centrée. Et donc cette vision des Russes, je ne dis pas qu'elle est réelle, je ne dis pas qu'elle est juste, mais en tout cas, ce qui compte en relations internationales, c'est les perceptions de l'acteur, surtout quand il peut être dangereux. On ne peut pas nier la perception de quelqu'un, surtout si cette perception va faire en sorte qu'il vous agresse. Vous êtes d'accord que même si vous êtes dans la posture la plus morale, vous ne pouvez pas nier ce que pense l'autre. Or, quand on refuse de dialoguer, quand on refuse de dire que les Russes, eux aussi, peuvent avoir leur doctrine Monroe, c'était belligène. Donc, si la guerre peut revenir en Europe, c'est parce que tout a été fait pour encercler les Russes avec des missiles, des antimissiles, des traités de l'OTAN, des élargissements de l'Europe, et qui elle-même est très liée à l'OTAN, puisque la structure de défense de l'Europe, c'est l'OTAN, et bien sûr l'extension de l'OTAN, mais pas que. Et donc, Barrot dit des choses qu'il aurait dû dire il y a 10 ans. Tout cela était parfaitement évitable. Si en 2013-2014, on n'avait pas renversé un pouvoir qui était élu sous observation internationale, c'est pas du narratif russe. L'ancien président ukrainien avait été élu démocratiquement. Il y a eu des problèmes internes, des dérives, des snipers. La révolution douce dérape
avec des gens radicaux d'ailleurs qui la font déraper. Mais est-ce qu'on devait s'en mêler? Est-ce qu'on devait exiger le départ d'un homme qui avait été élu démocratiquement? Est-ce que l'Amérique accepterait que Trudeau, ayant des problèmes avec une grande manifestation de camionneurs, par exemple, les gens à qui il a retiré le compte bancaire, hein, ça c'est quand même incroyable au Canada, pour la première fois pendant les manifestations des camionneurs, on leur a, oui, le camion de la liberté, on leur a supprimé l'accès à leur compte bancaire. C'est un truc incroyable. C'est dans un pays de tradition anglo-saxonne, c'était absolument révolutionnaire. Imaginons que les Russes et les Chinois se soient mêlés de tout ça et soutenus des camionneurs qui arrivent vers le palais présidentiel et demande le départ du Premier ministre, enfin le palais Premier ministre. Imaginez comment l'auraient pris les Américains si les Russes et les Chinois avaient favorisé une révolution de velours à l'envers au Canada ou au Mexique. Et donc, ce qui a été fait envers la Russie ne pouvait que conduire à la guerre. Et je ne veux pas dire que j'étais prophète, mais moi, ça fait 25 ans que j'écris qu'il y aura une guerre avec la Russie si on continue cette politique unilatérale d'encerclement et d'extension de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'Est. Et en plus, on aurait pu trouver des zones de compatibilité. Par exemple, le président ukrainien en 2013-2014 est renversé parce qu'il ne veut pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est pas qu'il ne veut pas. 80% de l'économie ukrainienne est liée à l'économie russe à l'époque. Les normes ne sont pas les mêmes pour exporter, pour importer, pour produire, les normes, même y compris ISO, tout ce que vous voulez. Il demandait à ce qu'il y ait une discussion de fond sur la possibilité de rendre compatible la zone ukraino-russe et en fait la zone eurasiatique de libre-échange et la zone européenne qui n'ont pas les mêmes normes. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas signer l'accord d'association, parce qu'en plus, ça faisait un problème avec la Russie. Et n'oublions pas que ce n'est pas la Russie qui a bloqué. C'est M. Barroso, président de la Commission européenne, qui avait exigé que l'Ukraine ne signe qu'un accord de libre-échange, celui avec l'Union européenne, qui excluait l'accord avec la Russie. Or, l'Europe, en demandant à l'Ukraine à l'époque de signer un accord avec un pays avec lequel elle avait pratiquement aucun échange, au détriment d'un accord avec un pays, la Russie, avec laquelle elle faisait 80% de son chiffre d'affaires. C'était demander quelque chose d'impossible. Et c'est pour ça que c'était, en fait, on sait aujourd'hui que c'était un piège. Le piège était pour discréditer Yanukovych. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là qui sont très pauvres, ils ont les mêmes diplômes que nous, même meilleurs que nous, mais avec 500 € de salaire et aucune perspective. Leur dire de manière très démagogique, votre président, votre Premier ministre, votre président vous coupe de la prospérité occidentale, c'est les prendre au ventre. Et là, et effectivement, c'est ce qui les a plongés dans la manifestation. Donc tout ça, ça a concouru à ce que la Russie pense qu'elle a des ennemis autour d'elle, non seulement sécuritaires avec des missiles, des antimissiles, mais aussi avec un projet de regime change, de transformation, d'ingénierie sociale. Et d'ailleurs, Trump l'a bien compris, il a supprimé l'USAID. L'USAID est à l'origine de toutes les révolutions de couleur en Europe centrale et dans les pays arabes, les révolutions qui ont renversé des pouvoirs souverains avec la National Endowment for Democracy, avec Canvas, avec Albert Einstein Foundation, avec Open Society. Mais l'USAID avait le gros de l'argent qui permet à la CIA depuis 30 ans de faire des opérations sous couvert humanitaire. On le sait aujourd'hui, ce ne sont plus des Delval ou des géopolitologues souverainistes qui le disent. C'est l'administration Trump qui elle-même a révélé ce que j'ai été voir sur Internet. Ce n'est même pas nié, même par les plus grands partisans de l'USAID. L'USAID finançait des opérations d'ingénierie sociale, de retournement, d'ingérence. Le pays qui critiquait l'ingérence des Russes et des Chinois, lui-même, était le plus ingérant de tous, mais de très 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 loin, avec plein d'organisations comme ça. Donc, si vous voulez, la guerre, si elle risque de revenir dans le continent européen, c'est bien le résultat de 30 ans de refus de prendre en considération les préoccupations russes de sécurité. Et c'est ce qu'est en train de faire Trump. Donc non, moi je pense au contraire qu'on était très proche d'une guerre OTAN-Russie, moi je l'ai écrit, et on était extrêmement proche, on y était presque, on était en train d'y arriver, et peut-être que la prise en considération des préoccupations russes de sécurité au niveau global du continent européen, ça va être très difficile, les négociations ne font que commencer, ça va peut-être permettre de revenir à la case départ. Vous savez que 6 mois avant la guerre en Ukraine, en fin 2021, un mémorandum avait été lancé par les Russes pour justement redéfinir les sphères d'influence et la sécurité sur le continent et faire en sorte que le contentieux soit diminué ou disparaisse. Et les Américains avaient répondu « fuck ». À l'époque, ils avaient dit « attendez, reculer aux frontières de 97 ». Bien sûr, les Russes demandaient beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient. Ils commencent la négo en disant reculer aux frontières de 97 de l'OTAN, c'était pas le but réel, c'était
commencer la négo, on aurait pu s'asseoir autour d'une table, dire « Attendez, vous demandez un peu trop, on peut vous donner entre les deux, on va retirer certains missiles de tel endroit, Pologne, parce que les antimissiles, c'est des missiles, hein, ça peut servir de missile aussi. Donc quand on nous dit non, c'est que défensif, c'est des missiles. Un antimissile reste un missile. Oui, ça détruit un missile, Pour donc ça, c'est que ça détruit. L'OTAN, à chaque fois qu'il fait de l'ingérence ou qu'il fait qu'il prédispose des matériaux et des systèmes d'armes à la frontière de l'empire rival, c'est jamais offensif. Hein. D'ailleurs, les missiles et les antimissiles que voulait mettre Bush fils en Tchéquie, en Pologne et en Roumanie dans les années 2005-2007, et c'est là que Poutine s'est radicalisé avec son fameux discours de Munich, c'était justement soi-disant pour protéger la Tchéquie, la Roumanie et la Pologne, devinez de qui ? Se protéger des Iraniens. Comme si l'Iran, la République islamique iranienne, qui n'a aucun contentieux avec ces pays, allait menacer ces pays. Donc on a parfaitement compris que c'était du bullshit total. Donc quand on prend pour des cons des maîtres de manipulation anciens du KGB, si vous voulez, les mecs sont tous sauf naïfs. Ils disent, en plus c'est même vexant, il nous prend vraiment pour beaucoup plus cons qu'on est. Nous qui d'habitude les manipulions pendant la guerre froide, c'est les communistes qui manipulaient tous les partis et tous les naïfs et les intellectuels sartriens. Donc le russe manipulateur pendant 30 ans, héritier du KGB, qui maintenant est à la tête d'un pays post-communiste, il dit mais ils nous la font à l'envers, mais il croit vraiment, c'est très insultant de le croire aussi bête que ça. C'est vrai que c'est insultant. C'est insultant, mais surtout c'était bête stratégiquement, parce qu'en stratégie, la pire des choses, c'est de se créer un ennemi inutile. Les ennemis de l'Occident, c'est le radicalisme islamiste, c'est la Chine plus qu'ennemi concurrent majeur périlleux, qui peut tous nous ruiner et nous transformer en une zone de villégiature, parce qu'elle peut tout produire et mieux que nous et moins cher que nous. On va le voir pour l'énergie solaire et pour les voitures et les batteries électriques. Donc Trump est en train de rétablir une stratégie cynique mais réaliste. Plus équilibré. Et on apprend en première année de stratégie et d'école de guerre, quand je dis on, c'est mon maître gallois qui faisait son cours à l'école de guerre, premier cours, la menace et l'ennemi. Qu'est-ce qu'une menace ? Qu'est-ce qu'un ennemi ? Un ennemi, c'est quelqu'un qui menace votre territoire, votre population et vos institutions. L'ennemi, c'est pas celui qui est méchant, je vais même vous choquer, c'est même pas celui qui a envahi quelqu'un. Renaud Girard le disait hier à LCI, il était le seul. Il disait « Je vous rappelle qu'un ennemi, c'est celui qui vient vous tuer dans votre rue. » D'autres disaient dans votre baignoire. L'ennemi, c'est clair, il n'y a aucun doute. L'ennemi, c'est celui qui vient vous tuer ou conquérir votre territoire. Donc peut-être que la Russie, effectivement, peut être l'ennemi de la Pologne. Elle a peut-être des velléités. Probablement des Pays-Bas. Clairement de l'Ukraine. Donc moi je ne nie pas, la Russie est l'ennemi de certains pays avec lesquels il y a des consensus historiques et géographiques proches. Mais si on raisonne en État souverain, car la défense est un domaine souverain, la Russie n'est pas l'ennemi de la France. Donc ça, c'est quand on a une formation stratégique, ça peut paraître collabo, munichois. Non, c'est qu'on sait qu'un ennemi, il doit être hiérarchisé. Quel est l'ennemi principal ? Et il doit être défini. Quand on nous dit, par exemple, le terrorisme, c'est l'ennemi, c'est débile. Quand Daesh menaçait l'Europe, l'ennemi, c'est le terrorisme. Non, l'ennemi, c'est des acteurs qui ont un nom. À l'époque, c'était Joulani, l'actuel maître de la Syrie, et d'autres, Al-Nosra, Daesh, etc., qui maintenant est invité à l'Élysée parce qu'il est tout à fait respectable. C'est les égorgeurs modérés, comme dit Idriss Aberkan. Donc l'ennemi, il a un nom. Il a un groupe, il a des prétentions territoriales, et le terrorisme n'est qu'un système d'armes, humain, mais un système d'armes utilisé par des acteurs, tout simplement. Le terrorisme, ça n'a jamais été un ennemi, c'est un mode opératif. Et donc, vous voyez, en Occident... C'est un terme. C'est un terme qui désigne une action guerrière, alors qui peut être avec un humain ou une ceinture d'explosifs, ou en envoyant un drone, etc. Sûr. Donc, on ne sait même plus définir l'ennemi ou la menace, parce que pour l'Occident, l'ennemi, c'est celui qui est méchant. C'est celui qui viole les droits de l'homme. Un jour, j'entendais Marlène Schiappa, c'était déconcertant, qui dit, on lui demandait c'est quoi pour vous la République et la patrie républicaine. Elle dit c'est le vivre ensemble, bon ça va. Et après elle dit l'accueil des migrants. Donc il y a des gens qui croient que le patriotisme républicain, c'est l'accueil des migrants. Vous vous rendez compte, le degré, je dis même pas que c'est mal moralement ou que c'est à gauche, c'est pas du tout ça mon propos. Je veux dire que quand vous faites de la stratégie de la géopolitique, vous apprenez qu'il y a un État qui est l'acteur souverain, il a un territoire, une population et des institutions à défendre. L'ennemi, c'est uniquement celui qui va mettre en péril ces trois éléments, territoire, population, institutions, qui elles-mêmes sont sous-tendues par des valeurs. Et la Russie est l'ennemi de certains,
mais pas de nous. L'ennemi, il n'est jamais l'ennemi de tout le monde. Un ennemi, c'est parce qu'il y a des contentieux clairs, faciles à identifier. Donc voilà, Monsieur Barrot, si vous voulez, quand on l'entend, pour répondre vraiment à votre question, c'est assez déconcertant parce qu'on voit une extrême arrogance, inversement proportionnelle au niveau de préparation. On voit une suffisance. D'ailleurs, le regard est très martial, très très martial. Inversement proportionnel à la capacité d'être martial, d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est assez fou. Ces jeunes premiers autour de Macron, finalement, c'est quand même lui le meilleur. Il s'entoure vraiment de personnes assez caricaturales. Même son autre chargé de relations internationales aussi, Haddad, qui parle très, très souvent aussi. On voit une arrogance, une assertivité dans le propos, une absence totale de diplomatie pour des gens qui gèrent des diplomates, qui est assez stupéfiante. Regardez même Vance, qui a dit des trucs très très durs. Regardez son discours, sa posture physique, son regard. Il n'y avait pas ce regard mitraillette de M. Barrot. C'est inutile, mais pourquoi il est toujours énervé, il a toujours l'air complètement tendu, etc. On peut parler calmement, même en disant des choses horribles. Un diplomate, il n'est pas là pour faire du moralisme ou des leçons de morale ou à chaque fois la guerre. On nous parlait de la guerre à l'époque du Covid, on était en guerre contre le Covid. Après, c'est la guerre contre le climat, parce que voilà, on n'est pas content quand il pleut. Bientôt, on va diaboliser les gens qui disent une mauvaise météo. Et là, on est en guerre avec la Russie. Non, la Russie est en guerre déjà. Elle a du mal à prendre 20% de l'Ukraine. On voit mal comment, déjà, mathématiquement, elle va prendre la Pologne et arriver à Paris. Et à LCI, hier, Renaud Girard, et ainsi que l'ambassadrice brillante, j'ai oublié son nom, qui était l'ancienne ambassadrice en Russie, étaient pratiquement les méchants du plateau, parce qu'ils disaient que c'était impossible que la Russie envahisse Paris. C'est-à-dire, maintenant, la nouvelle notion du collabo et du munichois, c'est celui qui nie que la Russie est l'ennemi de la France et veut attaquer la France. C'est intéressant quand même. Là, on est dans les hautes sphères du degré zéro de la géopolitique et de l'analyse stratégique. Donc voilà, c'est ça, Barrot, aujourd'hui. C'est ce niveau-là, c'est le moralisme et l'incompétence stratégique. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Sincèrement, c'était extrêmement passionnant. Et puis, c'est vrai qu'on a rarement un œil plus objectif sur toute cette situation. C'est une situation, c'est un conflit qui est très compliqué à comprendre. Ça fait partie de ces conflits. Alors, pour comparer Israël-Palestine, c'est des sujets où on ne peut pas arriver comme ça et donner son point de vue et croire qu'on a tout compris depuis le début, parce que c'est bien plus complexe que ça. Donc, merci beaucoup, sincèrement, d'avoir été avec nous. Et surtout, moi, j'ai une pensée pour les Ukrainiens qui meurent, pour une guerre qui n'était pas la leur au départ. Et ils ont été utilisés et bernés parce qu'on leur a donné assez pour frapper, pas assez pour gagner. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, là, si on fait de la morale, ce qu'on a fait aux Ukrainiens, c'est dégueulasse. Je te donne assez juste pour résister un peu et pour te faire tuer 100, 200 000 hommes, mais jamais assez pour gagner. C'est une véritable boucherie pour ceux qui se sont intéressés à ce conflit. Ça a été un massacre et comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que dans quelques temps, on va avoir les vrais bilans et c'est monstrueux. J'ai 24 ans, certains ont mon âge parce qu'ils ont dû baisser l'âge tellement il n'y avait plus de chair à canon. Et c'est affligeant. Moi, j'en ai... Bon, après, je ne vais pas commencer à m'étaler, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup ému, toute cette situation. Je me suis comparée aussi à ces femmes qui ont vu leur chéri, leur fiancé, leur mari partir à la guerre. C'est absolument terrifiant. C'est une guerre fratricide et écœurante. Mais merci. Mais le beaucoup. pire, c'est qu'elle aurait pu être longtemps, mais elle aurait pu être évitée. Oui. Et on savait parfaitement comment faire pour éviter cette guerre, notamment empêcher Zelensky de mettre dans la Constitution le fait de rentrer dans l'OTAN, etc. Il y avait plein de choses qui pouvaient être faites. Bien sûr, Minsk, on connaît l'histoire, on a menti, etc. Tout a été fait en fait pour que cette guerre arrive, pour que les Ukrainiens soient de la chair à canon pour tuer du Russe. J'invite tous nos auditeurs à découvrir vos écrits aussi, Alexandre Delval. C'est vrai que vous avez aussi de nombreux essais qui ont été écrits, et pour comprendre toutes ces situations, je vous invite... Notamment le dernier, le choc global, qui annonçait cette guerre, qui a été écrit 1 an avant la guerre en Ukraine, qui a été réédité ensuite. On annonçait avec Jacques Sopelsa, ancien président de la Sorbonne, cette guerre. Et le prochain, je l'ai reculé de 8 mois, puisque tout a changé. Ça va être la grande fracture mondiale. Comment la guerre en Ukraine a accéléré la désoccidentalisation du monde. Ça, c'est le prochain, qui paraît le 11 septembre 2025. On suivra tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.